Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver et de vous porter un peu du savoir de M. Deris, qui nous a fait le plaisir de nous accompagner dans notre émission. Nous devons l'écouter pour comprendre le pourquoi et le comment qu'il faille faire ce qu'il faut pour avoir une maison bien ventilée. Bien, bonjour aux auditeurs de Zouk TV. Monsieur Deris, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Deris, aujourd'hui, on constate une chose, c'est que nos maisons, on a une grosse pollution aérienne à l'intérieur de ces maisons. Quelle en est la raison? Alors en fait, il faut savoir que notre mode de vie a un peu changé. Dans le temps, du temps de nos parents, les gens, quand ils nettoyaient les maisons, ils ouvraient les fenêtres en grand, ils évacuaient toutes les poussières qu'il y avait dans les maisons, etc. Aujourd'hui, nous avons tendance à tout fermer. D'abord parce que souvent on est climatisé. Et le résultat des courses, c'est que on a à la fois de la poussière qui s'agglutine dans les maisons. On a aussi un défaut d'oxygène, c'est-à-dire que l'oxygène diminue quand on est dans des endroits fermés. Il y a des gaz qui arrivent, comme les radons. Il faut savoir aussi que les produits que nous utilisons aujourd'hui, que ce soit les peintures, les meubles, etc., il y a souvent beaucoup de produits toxiques qui sont faits sur ces éléments. Et donc le résultat des courses, c'est que, comme les logements sont de moins en moins ventilés, ça provoque des problèmes de santé publique. Et donc, c'est un petit peu pour ça que je suis venu aujourd'hui. C'est pour parler de la ventilation et dire aux gens, mais attention, il faut ventiler. Alors, on a une bioaccumulation de tous ces toxiques à l'intérieur de cette maison, éléments qu'on ne connaissait pas hier. Hier, quand je dis hier, il y a encore une quarantaine d'années de ça, on arrivait dans n'importe quelle maison, l'Embouc ou la campagne, la maison était grande ouverte. Mais absolument, donc les maisons étaient grandes ouvertes. Les gens vivaient plutôt à l'extérieur, donc c'était très ventilé. On ne connaissait pas la climatisation, donc le principe pour refroidir les maisons était justement aussi la ventilation. Et donc tout ça allait dans un sens qui permettait aux gens de vivre, je dirais, dans des conditions bien meilleures de santé et d'organisation de la vie des gens, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc suite à ce constat, il y a un certain nombre de réglementations qui sont arrivées. Et c'est pour ça que je voudrais aussi parler de ce qui est obligatoire, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont obligatoires et que souvent les gens ne connaissent pas. Voilà, donc si vous voulez bien, je vais parler un peu de... Avant d'arriver dans la technologie moderne, il ne faut pas qu'on oublie quand même, on a eu des ventilations type Edith, des lames à persienne, on a eu tout ça. On avait des villas où il y avait un courant d'air. Je me souviens une fois, quand je parle de courant d'air chez Romondé à Paris, les gars ils se sont posé la question, est-ce que vous avez fou? Dit non. Vous n'avez jamais mis les pieds aux Antilles, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'un courant d'air. Et petit chemin faisant, nous avons vu arriver cette pollution volumétrique où nous construisons à l'européenne. D'où le fait qu'il faille climatiser aujourd'hui. Oui, en fait, si on regarde un petit peu, moi je suis un amoureux des maisons d'antan et particulièrement d'ailleurs des maisons de ville. Et ça vraiment, ce sont des maisons qu'il faut étudier attentivement pour voir comment elles fonctionnent. Parce qu'en fait, moi j'ai vécu à Fort-de-France chez ma grand-mère dans une maison de ville. Je pense qu'il y a beaucoup de Martiniquais comme moi. Et on n'avait pas le souvenir d'avoir chaud dans la maison. Il faisait même plutôt frais, voire froid. Le carrelage, c'était de la terre cuite. Mais quand on regarde bien comment étaient faites ces maisons, d'abord, elles étaient surtout, dans le centre-ville de Fort-de-France, elles étaient réalisées autour d'un patio intérieur. Oui. Il y avait donc une circulation d'air traversante, donc vous aviez l'air qui rentrait par les fenêtres qui étaient en général des jalousies en bois
Elle rentrait donc par les fenêtres et elle sortait par le patio intérieur. Mais quand on regarde bien entre les chambres, il y avait des espèces de meurtrières qui permettaient à l'air de circuler. Oui. Donc l'air, il y avait vraiment une circulation d'air dans la maison. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les façades étaient réalisées avec des bardages en bois, ce qui fait que ces bardages, et je vais expliquer tout à l'heure comment et pourquoi, ils n'accumulaient pas de la chaleur. Donc les maisons, disons, les murs étaient relativement frais, les toitures étaient très en pente et étaient fraîches. Et puis au milieu du patio, il y avait en général un point d'eau, qui est d'ailleurs ce qui a sauvé les gens pendant l'amiral Robert, parce que beaucoup de gens ont cultivé des titiris dans les bassins pour pouvoir s'en sortir. Mais ce point d'eau permettait d'avoir une diminution de la température. Et donc on avait un phénomène thermique qui permettait à l'air chaud de monter. Et puis souvent aussi, il y avait des arbres à l'intérieur de ce patio, qui lui-même apportait aussi de la fraîcheur. Donc ce qui fait que les maisons d'antan étaient très fraîches. Et il y a aussi un point que vraiment les Occidentaux n'ont pas compris, c'est l'hygrométrie. Parce qu'en Martinique, nous avons une hygrométrie à entre 80 et 90%. C'est-à-dire qu'il y a 80 à 90% d'eau dans l'air. Oui. Bon. Et or, ce qu'on a voulu faire par rapport à la façon dont les gens vivent en métropole, où ils n'ont pas ce problème parce que l'hygrométrie est beaucoup plus basse en métropole, elle est à 50-60%, et donc ils n'ont pas ce problème d'air humide. Et cet air humide, s'il n'est pas bien ventilé, eh bien ça me pose un tas de problèmes sur lesquels on va revenir tout à l'heure. D'où le fait qu'à partir de cette époque, on a commencé à voir arriver nos carreaux de verre. Eh bien, on a commencé à effectivement arriver les carreaux de verre. On a commencé à voir arriver beaucoup de choses parce que il faut savoir aussi que est arrivé le béton armé. Très conducteur pour la chaleur. Et le béton armé, enfin là, je vais en parler beaucoup, mais le béton armé, c'est un radiateur. C'est-à-dire que c'est un élément qui emmagasine de la chaleur la journée et qui le restitue la nuit. Et donc ça c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles les maisons sont chaudes. Évidemment, donc comme les fenêtres vitrées qui sont arrivées, ces fenêtres vitrées, évidemment, elles ont tendance à augmenter les éléments du soleil qui vont rentrer à l'intérieur, qui vont chauffer l'air. On est dans un sauna. Voilà. Donc, en fait, tout un tas de choses qui font que la façon, je veux dire, l'habitat métropolitain n'est pas du tout adapté et malheureusement, on ne fait plus que ça. Donc là, on a une équation qui va devenir compliquée parce qu'on va voir qu'il va y avoir des obligations réglementaires qui arrivent sur les Martiniquais et qu'il va falloir trouver des solutions. Alors, parmi dans cette réglementation, qu'est-ce qui change au préalable? Alors, donc, d'abord, la réglementation, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une réglementation à géométrie variable. Alors, il faut savoir qu'en métropole, il y a ce qu'on appelle la RT 2012, qui est devenue RT 2020, et puis maintenant qui est RE 2020, qui est une réglementation qui était... la base de cette réglementation, c'était de faire en sorte que les gens gèrent le froid. Bon, donc en fait, ils ont une température qui est moins 20 maximum, disons moins 20 degrés. À l'intérieur, il fait 20 degrés. On a un delta de 40 degrés. On isole la maison au maximum. On met le chauffage. Et comme globalement, il y a une faible hygrométrie, l'important, c'est la ventilation se faisait par une ventilation intérieure pour renouveler l'air, même si ça ne marchait pas plus que ça. Bon. Donc ça, c'est la réglementation en métropole. Donc cette réglementation en métropole, on a bien compris qu'elle n'était pas applicable aux Antilles. Donc à la fin, il n'y avait plus de réglementation du tout aux Antilles. Donc en 2004, l'administration est venue en Martinique, avec le CSTB à l'époque,
et ils ont voulu imposer une réglementation. Les Martiniquais leur ont dit que ça ne leur convenait pas, ils n'étaient pas d'accord, etc. Et à l'époque, j'ai été un peu le fer de lance de la contestation. Et donc finalement, quand ils ont vu qu'on n'était pas d'accord, ils nous ont dit, écoutez, on va repartir d'une feuille blanche et on étudie avec des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, Réunionnais, etc. Donc on a sorti un document qui s'appelle la RTA-ADOM. Et la RTA-ADOM, donc c'est une réglementation qui regardait à la fois la thermique, la température, mettre en place un système qui soit agréable, enfin un confort thermique, l'acoustique, c'est-à-dire un confort acoustique, et l'aération, donc la ventilation. Et la thermique était principalement réalisée avec la ventilation. Donc c'est pour ça que cette émission est importante, parce qu'en fait, dans la RTA-ADOM, la ventilation était vraiment la chose la plus importante, et on essayait de revenir à la ventilation naturelle ou ventilation mécanique? Plutôt ventilation naturelle, mais ventilation mécanique si ventilation naturelle, il n'y avait pas. Voilà. Il se trouve que, donc ça, c'est sorti en 2009. Donc la réglementation est sortie en 2009. En 2013, la région Martinique et la région Guadeloupe ont pris ce qu'on appelle des habilitations sur le volet énergie, et elles ont sorti des réglementations spécifiques, donc une réglementation thermique de la Martinique et une réglementation thermique de la Guadeloupe. Donc résultat des courses, par contre, cette réglementation thermique de la Martinique, donc, la région a fait un appel d'offres, et cet appel d'offres a été gagné par le CSTB. Et donc le CSTB nous a refourgué le document qu'il voulait nous fourguer. Tout ce qui est européen. Et on a un peu occulté tout le travail qui avait été fait par la RTA-ADOM. Donc le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, on a à la fois une réglementation thermique RTA-ADOM qui reste d'application dans le domaine de l'acoustique et de l'aération, et une réglementation thermique qui est la réglementation thermique de la Martinique. Sauf que la réglementation thermique de la Martinique, elle, c'est une réglementation thermique qui est dans le but de classer les bâtiments. Classer les bâtiments en fonction d'un certain nombre de critères, et classer les bâtiments comme on classe les réfrigérateurs, les voitures, etc. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la réglementation thermique ? Eh bien, on définit un coefficient qu'on appelle un BBIO, et ce BBIO, eh bien, en fonction de la valeur que vous allez obtenir, vous serez en A, en B, en C, en D, etc. Voilà. Bon, le problème, c'est que on a perdu tout l'aspect conception qui existait dans la RTA-ADOM. Et donc la situation réglementaire, c'est ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y avait des diagnostics de performance énergétique qui avaient été mis en place par la région. Malheureusement, la région n'ayant pas pu suivre correctement ces choses-là, les gens qui avaient fait le diagnostic de performance énergétique en 2013, normalement c'était pour une période de 5 ans, alors qui a été plus ou moins renouvelée, mais enfin, il n'y a plus de formation, il n'y a plus rien, voilà. Et ce qu'on observe aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant quand on fait une réglementation, c'est de l'évaluer. Et cette évaluation n'existe pas. Cette évaluation n'existe pas, et on mérite qu'elle soit faite, parce que il faut savoir que la Guyane et la Réunion sont restés avec la RTA-ADOM, alors que la Martinique et la Guadeloupe sont passés à la RTM. Et quand on regarde un petit peu, alors je parlerai surtout des logements, pour le tertiaire c'est peut-être différent, mais surtout les logements, on voit que la Guyane et la Réunion ont fait d'énormes progrès en termes de conception, alors que nous, on est resté complètement à l'arrêt. Et d'autant, si vous voulez, parce que la RTA-ADOM, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est à la fois thermique, acoustique et aération, donc ventilation, alors qu'en Martinique, comme il y a la RTM, on aurait tendance à réaliser la RTM quand on fait quelque chose, mais on a complètement occulté la RTA-ADOM. Donc on ne parle plus ni d'aération, ni de phonique. Hein. Et donc il faut vraiment, c'est très important, qu'on revienne sur ce système. Et moi, à mon avis, il faut revenir à la RTA-ADOM. En tout cas, parce que c'est important pour la conception pour les architectes.
Parce que dans la conception, il y a une mode qui était arrivée, les bâtiments bioclimatiques. Quand on regarde, tout ça c'est l'échec. On n'a pas pu tenir compte de la réalité locale. Et aujourd'hui, que faut-il faire pour qu'on puisse imposer le respect de notre territoire? Alors ça c'est une, Les politiques, comme je dirais, c'est une bonne question. Bon, ce qu'il faut, alors moi ce que je veux dire d'abord, c'est de bien comprendre qu'il y a une évolution justement de la réglementation. Avant, la réglementation, c'était une réglementation qui était basée essentiellement sur le confort thermique. Hein. Maintenant, la réglementation, elle est basée sur plusieurs domaines, et vraiment sur ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire consommer moins d'électricité en utilisant des énergies moins carbonées, aller vers une transition énergétique progressive, quoi, et puis surtout faire des bâtiments qui soient moins gourmands en énergie. Bon. Et donc, tout ça va fonctionner avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des classements des logements, et ça va devenir obligatoire. C'est-à-dire que il faut savoir que, par exemple, quand quelqu'un va vouloir louer un appartement, oui, ou quand quelqu'un va vouloir vendre un appartement, eh bien, en tout cas, il faudra déjà de façon certaine qu'il donne la classification, et il est fort à parier qu'assez rapidement, alors ça va de F à A, les gens qui auront FE, il y a de fortes chances qu'ils ne puissent plus vendre ou ils ne puissent plus louer. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que les gens aient vraiment en tête. Alors maintenant, en ce qui concerne ce qu'il faut faire, alors c'est assez complexe parce que d'abord, je reviens aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a thermique, c'est-à-dire la température, mais on a l'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité d'air dans l'eau, et puis on a la ventilation, c'est-à-dire le flux d'air. Bon, et donc en fait, c'est ces trois éléments-là déjà qui permettent d'avoir un confort. C'est-à-dire que, et donc, par exemple, quand vous allez au Canada, on vous dit il fait moins 10, ressenti moins 15. Bon, alors la température est moins 10, mais vous avez froid comme s'il faisait moins 15. Et en fait, en Martinique, avec les problèmes d'hygrométrie et de flux d'air, eh bien, à une température, je dirais, de 30 degrés, si vous avez une hygrométrie qui est à 60%, et un peu de ventilation, vous serez relativement bien, quoi. Alors que si vous avez 30 degrés et vous avez une hygrométrie à 90% et pas d'air, alors là, il faudra une chaleur épouvantable. Donc en fait, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et donc, ce qui est certain, c'est que si on revient à la logique des maisons, il faut faire des maisons qui soient donc dans lesquelles on ne fait... Pardon, oui. Là, dans les nouvelles constructions. Dans les nouvelles constructions, okay. Oui, dans les nouvelles constructions, mais c'est sûr que c'est les nouvelles constructions, mais quand on va vendre et louer, ça concernera aussi les anciennes constructions. Donc il faudra réhabiliter les bâtiments existants. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. On va avoir, ça va tomber sur la tête des gens et ils vont être un peu surpris, quoi. Et ça risque de faire pas mal de dégâts, juste parce que vos maisons que vous avez achetées peut-être 200 ou 300 000 euros, si elles passent en F, elle ne vaudra plus grand-chose. Voilà. Alors donc, pour revenir à ce qu'il faut dans la maison, la première chose, c'est limiter les apports thermiques. Donc il faut qu'on fasse des maisons en limitant les apports thermiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce qui concerne les couvertures, par exemple, une couverture en plein soleil, on monte à plus de 90 degrés sur la couverture. C'est-à-dire que, et en particulier sur tout ce qui est étanchéité de multicouches, donc les toitures plates avec une étanchéité. En général, les étanchéités sont plutôt foncées, voire noires. Et la température sur le produit lui-même peut dépasser 80 degrés. Et on sait qu'il dépasse 80 degrés parce que
on a dépassé les températures de fusion des produits d'étanchéité. Et on a dû faire monter en grade les étanchéités, justement pour que ça ne fonde pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que les murs, ils vont monter facilement à 50-60 degrés. Donc un mur en plein soleil, et surtout les murs qui sont en façade ouest, qui sont au soleil couchant, ils vont avoir des températures à 60 degrés. Bon, ces éléments-là ne sont pas pris en compte dans la réglementation. C'est-à-dire qu'on a fait une réglementation qui est purement température extérieure, température intérieure. Et on ne tient pas compte de ce qu'on appelle l'inertie thermique des matériaux, c'est-à-dire que si vous avez une dalle béton en dessous, la dalle béton, elle monte en chaleur, et puis la nuit, elle vous restitue de la chaleur. C'est un véritable radiateur, et les murs, exactement pareil. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est protéger les murs. Il faut revenir au bardage. Donc soit on revient au bardage, et moi c'est ce que je répète sans arrêt, de revenir au bardage, qui en plus on a la possibilité d'être plus étanche, c'est-à-dire qu'un mur plus un bardage est plus étanche qu'un mur et une peinture. Oui. En plus, les peintures s'en comportent très mal. Donc je suis très favorable au retour de bardage, mais il y a aussi la possibilité d'ombrager les façades. C'est-à-dire qu'on a tendance à travailler sur les fenêtres. Alors, effectivement, on met des brises-soleil sur les fenêtres, mais ce n'est pas suffisant, parce que quand on met les brises-soleil sur les fenêtres, effectivement, on empêche au soleil de rentrer la journée, mais on n'empêche pas au mur de prendre de la chaleur. D'emmagasiner. Donc et quand on regarde ce que font les Guyanais et les Réunionnais, on est à des années-lumière. C'est-à-dire qu'eux, vraiment, ils protègent leurs façades, ils mettent des systèmes d'ombrage sur les façades, ça peut être même des modés nature, ça peut être des choses d'ailleurs très très jolies, et sur la toiture. C'est-à-dire qu'au-dessus de la toiture, on peut avoir une fausse toiture, mais dont la fonction, c'est justement d'empêcher aux rayons de soleil de venir. Et la différence est considérable. Parce que d'un côté, vous aurez 80 degrés, de l'autre côté, vous aurez 30 degrés. Donc c'est 60 degrés de différence, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut donc ventiler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation thermique des DOM demande 20% des façades. C'est-à-dire que vous prenez... normalement, vous devez avoir deux façades opposées avec un flux d'air qui correspond à 20% de la surface de la façade. Bon. Alors, ça, c'est pareil, c'est souvent pas réalisé, mais c'est important. Et ce flux d'air... Et avec, comme j'expliquais tout à l'heure, la possibilité d'avoir des transmissions à travers les façades, comme dans les bâtiments d'antan, ce flux d'air est capable de réduire la température de 5 degrés. C'est-à-dire que si vous avez 30 degrés, vous allez avoir le ressenti de 25 degrés. Donc ça, c'est très important. Alors, il y a d'autres systèmes qui permettent de refroidir l'air également. C'est ce qu'on appelle la dépression, c'est-à-dire que si on aspire l'air de la salle, la dépression va provoquer un refroidissement. Alors ces dépressions, ça peut être fait par des ventilations mécaniques, comme ça peut être fait aussi par des ventilations naturelles et des éléments, par exemple, on voit par exemple des éléments qui tournent en toiture juste avec le flux du vent qui permettent d'aspirer l'air. Il y a également ce qu'on appelle les puits canadiens, c'est-à-dire que les Canadiens... alors, le principe, c'est quoi? C'est que la Terre se trouve à une température bien plus basse que l'air, quoi. Oui. Bon. Et donc, si on fait passer de l'air dans la Terre et qu'on vient injecter cet air dans les maisons, eh bien, on va pouvoir, par le sol, pouvoir refroidir. Alors... Déjà, si par exemple on va prendre déjà l'air qui se trouve dans un vide sanitaire, par exemple, et qu'on le fait remonter, surtout si on a des passions intérieures, on a la possibilité de refroidir ces maisons. Bon, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour revenir aux murs, plus on aura des murs foncés, et plus ce seront des radiateurs. Donc en fait, il vaut mieux avoir des façades claires de façon à ce qu'il y ait le moins de prise dans le béton ou dans la maçonnerie. Donc voilà un petit peu les éléments qui sont importants à mettre en place. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation, donc, qui est la réglementation
concernant l'aération, elles exigent un certain nombre de choses, et elles exigent notamment donc, que les cuisines aient 1 mètre carré d'ouverture vers l'extérieur, 0,3 mètres carrés pour les salles de bain et 0,15 mètres carrés pour les WC. Voilà. Donc ça c'est et donc si on peut pas obtenir ces éléments-là, soit on va devoir faire de l'extraction mécanique, soit on va éventuellement mettre des systèmes de dépression ou des choses comme ça, quoi. Et dans l'aménagement paysager, la manière de planter les arbres ou les arbustes, ça compte beaucoup pour la ventilation de la maison. Ah mais disons que tout ce qui est végétal amène de la fraîcheur. D'abord c'est alors il y a un truc dont j'ai pas encore trop parlé, c'est toujours de l'hygrométrie, et donc les végétaux vont pomper l'eau. Oui. Donc plus vous allez mettre du végétal autour de votre maison, et plus vous allez diminuer l'hygrométrie ambiante. Et en plus, comme les végétaux amènent de l'oxygène, donc ils vont oxygéner votre bâtiment. Et ils amènent aussi un point qui est important, c'est qu'ils filtrent l'air. C'est-à-dire que notamment, par exemple, quand vous avez des brumes de sable, des choses comme ça, si vous avez des fils à eau, par exemple, près de chez vous, ces fils à eau vont avoir tendance à filtrer l'air. C'est-à-dire que toutes les poussières qui arrivent et qui traversent le fil à eau vont être bloquées par le fil à eau et qui vont amener un air plus sain. Donc tout ça, végétation, ventilation, c'est très important pour la maison pour pouvoir avoir des maisons plus saines, quoi. Et on a des essences qui ont disparu. Je prends par exemple Magodica. Bon. C'est un marguier qui attire les mouches. Lorsque nous avons fait le Méridien Brazzaville, on avait travaillé avec un paysagiste sénégalais, et c'est là que j'ai dit, mais attends, toutes ces essences, c'est ça chez moi. Et c'est là qu'il m'expliquait les différences pour voir, soit, par exemple, pour les moustiques, les chasser, soit pour les mouchons, pour les attirer et autres. Donc, tout est fait dans la nature pour permettre une bonne vie. Et malheureusement, avec le modernisme, nous avons dynamité tout ça. Et puis, il suffit d'appuyer sur le bouton pour avoir la clim. Et après, on est furieux de voir ce que ça nous donne comme résultat. Alors, c'est intéressant. Il y a 2 points qui sont intéressants. Le premier concerne les moustiques, justement. Ah. Et moi, je vais ajouter les cafards, même les rats, etc. Il faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles les gens, enfin les femmes plutôt, je ne vais pas m'attirer des foudres, refusent d'ouvrir les fenêtres aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont peur de faire entrer les moustiques, les cafards, les petites bestioles. Toutes les petites bestioles. Bon, alors ce qui est surprenant quand même dans ce pays, c'est qu'on n'ait pas été capable de mettre des moustiquaires aux fenêtres. Je veux dire que vous allez dans n'importe quelle ville du Canada, toutes les fenêtres ont des moustiquaires. Oui. Et je n'arrive pas à comprendre qu'en Martinique, on ne propose pas la moustiquaire aux fenêtres. Vraiment, ça devrait être une exigence obligatoire. Parce qu'en fait, c'est sûr, moi vous voyez, en venant ici, je me promenais, je regardais toutes les maisons, les fenêtres sont fermées. Mmh. Même quand il y a des fenêtres ventilantes, les fenêtres sont fermées. Et elles sont fermées, c'est pas parce que les gens ont peur qu'il y ait de l'eau, puisque en général, quand vous avez des fenêtres ventilantes, ça passe bien, enfin l'eau ne rentre pas, quoi. En fait, c'est ça, c'est les moustiques. Et c'est vrai que là aussi, on a tout perdu, quoi. Je veux dire, avant vous aviez des eucalyptus, vous aviez un certain nombre de moi je me souviens chez ma grand-mère, elle mettait certaines feuilles qui chassaient les moustiques, il n'y avait pas de moustiques, etc. Et on a perdu tout ça, quoi. Et donc il faut revenir là-dessus. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, ça concerne la clim, parce que la climatisation, non seulement elle a... Alors bon, tout le monde met la clim, c'est très moderne de mettre la clim. Alors, mais elle est très sale, hein. Voilà. Donc d'abord, si vous voulez, la clim,
En fait, le résultat, ce qui se passe dans la clim, c'est que vous ventilez à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez un système d'air qui refroidit sur une plaque et ça fait passer l'air. Mais en fait, il n'y a pas de renouvellement d'air, donc c'est l'air qui est à l'intérieur. Et comme l'air intérieur est bourré de viciés, donc, et que vous avez des filtres en plus, les filtres sont sans arrêt bouchés, et tout ça a des répercussions qu'on n'imagine pas. Alors ces répercussions, d'abord, ce sont des répercussions sur la santé. C'est-à-dire qu'en Martinique, vous avez de plus en plus d'asthmatiques, de gens qui toussent, de gens qui ont des problèmes de pulmonaires, etc. Et la clim n'arrange vraiment rien. Donc je crois que c'est pour ça que je veux dire la clim, il faut vraiment l'utiliser quand il fait très chaud, mais le reste du temps, il faut essayer de trouver des systèmes de ventilation naturelle qui permettent aux gens de pouvoir vivre très bien à un niveau de température acceptable sans clim, quoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de sinistres. Et ça, on n'en parle pas. Alors, et c'est très simple. Il suffit vous allez dans n'importe quel supermarché aujourd'hui, et vous allez voir qu'il y a des seaux par terre avec de l'eau qui descend, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vos canalisations qui relient le compresseur extérieur à votre système intérieur, si tout ça n'est pas fait avec un isolant thermique impeccable, mais c'est surtout l'isolant thermique. Et l'isolant thermique, s'il n'est pas étanche, eh bien, vous allez avoir de la condensation sur l'isolant. Alors, en général, vous avez de la condensation sur l'isolant, vous avez de la condensation sur tout ce qui est pas tuyau sur le long de la canalisation. Donc, si vous avez des robinets, des éléments. Bon, en général, l'arrivée de la canalisation sur la climatisation est en général mal isolée, et donc là, ça fuit. Bon, et donc ça amène des fuites chez vous, très souvent. Bon, la deuxième chose, c'est que les tuyaux, souvent, ils se baladent dans les murs, et quand ils se baladent dans les murs, l'isolant, parfois il n'y a pas d'isolant, oui, ou parfois l'isolant est compressé, donc ça condense dans les murs, et ça fait des cloques sur les murs, sur les plafonds, etc. Bon, donc sinistre. Et puis, dernière chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les condensats. Donc on met toujours des tout petits tuyaux pour les condensats, et qui sont en général à l'horizontale. Et il suffit qu'il y ait un peu de poussière, etc., qui rentre là-dedans pour boucher le truc. Et donc, vous commencez à avoir de l'eau qui tombe sur vous. Donc, et ça, ce sont des sinistres qui vont loin, parce que parfois, c'est des sinistres compliqués. Dernière chose, je reviens à l'hygrométrie. Eh bien, alors, ce que dit la réglementation, elle vous dit, quand vous climatisez, vous devez injecter de l'air pour ventiler. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait? On injecte de l'air humide. C'est-à-dire que quand on climatise, la climatisation, l'essentiel de son boulot, c'est de diminuer l'hygrométrie, puisque vous voyez qu'elle n'arrête pas de pisser de l'eau. Donc ça prouve bien qu'on supprime l'hygrométrie dans l'air. Et vous lui renvoyez de l'hygrométrie. Bon, donc déjà, pour la clim, c'est pas génial. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le phénomène de renvoyer de l'air humide provoque des moisissures. Et on a des gros sinistres de moisissures, alors moins dans les maisons, mais ça peut arriver dans les maisons, mais dans le tertiaire, on a des gros sinistres de murs entiers qui sont moisis, etc. Donc tout ça pour expliquer que le système de la climatisation, c'est peut-être bien, mais je veux dire, il y a un certain nombre de choses qu'il faut gérer et qui pour le moment sont mal gérées. Alors, ce sont des choses qui passent par l'architecte au départ. C'est l'architecte qui vous détermine tout ça dans son étude et qui vous fixe le tarif, qui vous dit ça va vous coûter tant. Et ensuite, il faut trouver, un bon prestataire de service pour mettre tout ça en œuvre. Malheureusement, très souvent, quand fait le client, ça coûte très cher.
bon marché coûte cher, les hommes. Parce que l'eau, quand tu veux qu'on carbé, qu'on réfléchit à l'eau. Et nous constatons une chose, effectivement, on a beaucoup de personnes, d'asthmatiques et autres, et on a beaucoup d'écoles mal ventilées. Et ce modernisme a fait que, beaucoup de nos bâtiments publics ou bâtiments privés, sont mal ventilés. Et il faudra très vite qu'on revienne à l'ancienne. Alors, c'est tout à fait vrai. Je vais même dire que le système qu'on a mis en place, si vous voulez, le système de RTA DOM est bien parce que ce sont les architectes qui conçoivent. Bon, donc quand les architectes conçoivent... Par contre, le système de RTM, l'architecte conçoit comme il a envie, mais la gestion, c'est vraiment le bureau d'études, réglementation thermique. Donc ça, je trouve que c'est pas très bien, parce qu'il faut que ce soit de la conception. Et la conception thermique, moi je connais quelques architectes qui vraiment étudient thermiquement, c'est pas une petite affaire. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas, je vais mettre la maison là, etc. D'abord, il faut déjà voir comment on oriente la maison. L'orientation est capitale. Oui. Donc l'orientation de la maison, comment évolue le soleil par rapport à la maison, quelles sont les façades qui vont être à l'est, celles qui vont être à l'ouest, oui. Parce que si vous mettez par exemple des chambres à l'ouest, c'est sûr que vous allez avoir quelques problèmes. Bon, parfois, donc on a tendance à mettre la maison, les chambres et le dressing, etc., en fonction de la vue ou des choses comme ça. Mais il y a d'autres critères qui sont importants. Et donc, il faut vraiment concevoir tranquillement. Il faut que les architectes sont formés pour ça. Concevoir les bâtiments de façon à ce qu'ils soient bien orientés, qu'ils soient bien ventilés, qui permettent de limiter les apports thermiques, etc. Donc quand ça c'est fait, vous avez des maisons qui sont agréables à vivre. Et il ne faut pas oublier que quand vous construisez une maison, vous allez vivre 50 ans dedans. Donc aller faire l'économie. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'il n'y a que 10% des maisons qui sont conçues par des architectes. Il faut savoir quand même que quand vous allez y passer 50 ans, ça vaut peut-être le coup de rajouter les quelques dizaines de milliers d'euros que vous coûtez l'architecte, mais au moins pour être bien, quoi. Bon. Puis je vais ajouter certaines choses, c'est que tout à l'heure, tu as parlé des dites et donc des cyclones. Il faut savoir que, par exemple, il y a un architecte qui s'appelle M. Caillat, et Caillat qui a fait la maison des Monts-Plaisir, dans les hauteurs de Fort-de-France. Et Caillat s'organisait de dire qu'en plein cyclone, quelqu'un pouvait rester sur le balcon sans être affecté par le cyclone. C'est-à-dire que par de simples variations dans la conception des murs, la façon dont il mettait les murs, il faisait des murs arrondis, qui permettaient à l'air de revenir et de s'opposer à la puissance du vent. Et donc, tout ça pour dire aux gens que la ventilation, c'est un truc qui est important à la fois, évidemment, pour la santé publique. C'est quelque chose qui est important pour la sécurité. Pour la sécurité. C'est important pour avoir des bâtiments qui soient confortables. Mais c'est aussi important pour le cyclone. C'est-à-dire que si vous gérez correctement les flux d'air et que vous êtes capable de voir comment on gère l'air, comment il rentre, comment il sort, etc., eh bien, vous êtes capable aussi de mieux résister au cyclone. Donc c'est vraiment un tout, et je crois que vraiment, il faut d'abord qu'on continue à étudier parce qu'il y a encore des études à faire, mais il faut vraiment que les gens comprennent qu'il faut aller vers ça, et ça, c'est beaucoup plus important que climatiser. Oui, ça revient très cher de toute façon. Quant à la société... Ça revient très cher à la société. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que comme la façon dont on va labelliser les bâtiments, plus un bâtiment va consommer de l'électricité, plus il aura une mauvaise note. Et donc, si on a
forcément un logement mal isolé, qui monte en température et qui est climatisé, c'est un logement qui va consommer énormément d'énergie et donc forcément il aura une mauvaise note, quoi. Alors une question. Les miniers qui nous regardent là s'interrogent. Comment peut-il savoir le niveau de consommation de sa maison? Alors, il y a plusieurs façons de le savoir. Alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle les diagnostics de performance énergétique, mais comme j'ai expliqué, on est dans une situation qui est pas extraordinaire parce que on peut plus former de gens et parmi ceux qui avaient été formés, il y en a pas mal qui ont disparu, donc il ne doit pas en rester beaucoup en Martinique. Enfin, il y en a quelques-uns qui peuvent vous faire des diagnostics de performance énergétique, ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il existe des sociétés qui sont capables de vous faire une étude sur la quantité d'énergie que vous consommez et voir comment on peut optimiser cette consommation. Alors ça, c'est à mon avis, ça de toutes les façons, c'est l'avenir parce que alors je sais bien qu'il y a des compteurs Linky, etc., où les gens sont pas forcément très contents, mais par contre, ces gens sont capables de mettre sur place déjà, de faire un diagnostic en mettant un élément, une espèce de, si j'ose dire, de mouchard qui permet de voir comment vous consommez et à quel moment vous consommez. Et une fois qu'ils vous ont sorti votre consommation, ils sont capables de vous faire un diagnostic en vous disant, eh bien voilà, si vous voulez consommer moins, voilà ce qu'il faut faire, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Et ça peut être très intéressant pour le Martiniquais. Et en termes de matériaux, aujourd'hui, on a vu arriver massivement le placo-pâte, qui finalement a remplacé purement et simplement la brique rouge. Ouais. Est-ce que là encore, il ne faudra pas qu'on y réfléchisse fortement? Il faut réfléchir très, très fortement. Parce que le placo-plâtre, d'abord, il n'est pas recyclable. On ne sait pas quoi en faire. Donc en fait, là, on en met des tonnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, un logement est fait pour durer une cinquantaine d'années. Et donc, déjà, on commence à avoir des bâtiments qui ont 50 ans, qu'on commence à envisager de démolir pour faire autre chose. Et on ne sait pas quoi faire de ce placo-plâtre. Donc, il est clair que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure concernant la réglementation sur l'environnement, c'est que cette réglementation va nous imposer d'être en capacité de recycler nos produits. Donc, tout ce qui est mis aujourd'hui, qui est pas recyclable, va poser problème. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des alternatives locaux. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une société qui fait des cloisons à base de déchets de bananes. J'ai reçu très récemment une autre société qui veut faire des cloisons à base de bagasse. Bon, alors, ce qui est embêtant, c'est que ces éléments, pour le moment, coûtent parfois cher parce que la production n'est pas suffisamment énorme, mais c'est clair que s'ils avaient des productions énormes, ils viendraient sans problème concurrencer ces produits qui viennent d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il faut absolument encourager ces gens-là, et il faut que nos élus, d'ailleurs, aillent vers eux et fassent en sorte que ça puisse sortir et que ça puisse se faire, quoi. Ça marche très bien à Cuba. Mais ça marche à Cuba, mais ça marche pas qu'à Cuba. Je dis ça marche très bien à Cuba. Il y a d'autres pays où ça marche. Donc il faut que, de toutes les façons, si vous voulez, avoir des produits qui font systématiquement 8000 km pour pouvoir arriver, et donc il faut savoir que ça pollue la planète, que les bateaux sont quand même parmi les plus grands pollueurs, on ne peut pas continuer comme ça. De toutes les façons, ça fait partie de la réglementation environnement. Et demain, les gens qui vont continuer à utiliser ça vont être sanctionnés. Donc il faut le savoir. On a par exemple les tôles longues à terme qu'on a expérimenté ici et finalement manque de sucre. Oui, mais c'est pareil. L'onde à terme, donc c'était un isolant thermique qui se trouvait entre deux bandes en sandwich. J'en ai chez moi d'ailleurs, et moi j'ai pas du tout de problème de température venant de l'extérieur. Donc tout ça pour expliquer qu'il y a tout un tas de produits existants chez nous
Comme dirait le docteur Aliquer, les meilleurs spécialistes des problèmes martiniquais sont les Martiniquais. Et donc c'est nous qui allons trouver les solutions. Les solutions ne vont pas venir d'ailleurs, il faut que ça vienne de nous, il faut qu'on organise les choses, et si on les organise bien, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas trouver des bonnes solutions. En clair, il faut trouver du monde capable d'écouter pour comprendre, et faire savoir qu'il y a beaucoup de choses qui existent là-bas, qui fonctionnent là-bas, mais une fois ici, ça pose problème. Mais je vais vous dire mieux, j'étais récemment dans un congrès à Paris, et il y avait un gars qui était à la table du congrès, et qui à un moment, il a dit messieurs les concepteurs, vos maisons, elles sont peut-être très bien en hiver, mais en été, ce sont de véritables fours. Mmh. C'est-à-dire que non seulement je pense que il faut que nous on fasse par nous-mêmes, mais ce que nous allons faire risque d'essaimer, et y compris en métropole. Si, puisque tout le sud de la France commence à se tropicaliser. Quand vous habitez Biarritz, vous avez une hygrométrie qui n'est pas très loin de la nôtre, et vous avez des températures qui sont assez proches des nôtres, voire même plus élevées d'ailleurs. Donc ces problèmes de travail en milieu tropical humide, qui nécessitent, comme je l'ai expliqué, une réflexion spécifique aux Antilles. C'est pas, je veux dire, on peut pas prendre ce qui se fait en métropole et puis essayer de l'adapter. Et ça a des répercussions partout. Je veux dire, vous avez par exemple en Afrique, vous avez un paquet de villes qui ont les mêmes problématiques que nous. Et si nous on est capable de sortir des choses qui soient bien, je veux dire, ça va être essaimé. Nos entreprises pourront aller travailler là-bas, etc., etc. quoi. Ils sont preneurs là-bas. Hein. Ah, mais ils sont très preneurs. J'étais en Côte d'Ivoire il y a 15 jours, et je peux vous dire que j'ai beaucoup discuté avec eux. Et c'est vraiment, pour eux, ils regardent ce que l'on fait, ce que nous faisons. Oui, parce qu'en fait, toutes les anciennes colonies françaises ont fait exactement ce qui se fait au niveau du continent, mais ramené en Afrique, ça ne passait pas. Ils ont exactement la même problématique. Oui. Ils sont en milieu tropical humide, comme nous. Ils construisent comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont ramené des matériaux de métropole, et puis ils ont les mêmes problèmes de chaleur, d'hygrométrie, d'absence de ventilation, etc. Et donc, ce travail-là, il faut qu'il soit fait, et il faut qu'il soit fait. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de pays qui sont dans la même situation que nous. Parce qu'en fait, l'Inde, une partie de la Chine, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, tout ça, tous ces gens-là, ils sont en milieu tropical humide, et comme nous, ils ont les mêmes problématiques. D'où l'intérêt pour nous de faire ce qu'il faut pour revenir à l'ancienne, de manière à pouvoir exporter ce savoir-faire. Absolument. Et je veux dire que moi, je suis... quand je vais dans les anciennes maisons, je regarde, j'apprends. Parce que parfois, vous avez des petits détails comme ça, vous dites « Ah tiens, mais il a fait ça, ah mais oui, mais... » ça a telle fonction. Et ça a telle fonction. Et ce que ces gens-là faisaient, c'était loin d'être idiot, et c'était confortable. Donc arrêtons de penser que parce qu'on est moderne, on est bien. Il faut toujours se dire que ce qu'ont fait les anciens, ce n'était pas anodin, et c'était souvent très réfléchi. Et la preuve. Alors, est-ce qu'il y a un espoir au niveau de nos jeunes? Est-ce qu'on peut lancer une formation, les pousser à se dire... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a la CERC qui organise comment dirais-je, en fait, un colloque. C'est plus qu'un colloque, en fait, toute une démarche, une démarche qui s'appelle Bâti solide. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cet après-midi, là, il y a une réunion qui concerne justement la thermique. Et donc, à travers cette démarche, à laquelle d'ailleurs j'invite tous les responsables, enfin les techniciens qui font de la thermique à participer, parce que c'est vraiment l'avenir de notre pays qui est en jeu. Et donc, on va justement essayer de trouver des solutions pour pallier à tout ce que je vous ai expliqué cet après-midi.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de ça, on va faire une formation, justement. Il est question donc dans le programme qui a été organisé, il y a d'abord donc sortir une évolution de la réglementation. D'ailleurs, et cette évolution va sans doute remonter auprès de l'Assemblée nationale et faire l'objet peut-être d'une nouvelle loi. Et derrière, on va faire de la formation, ce qui permettra donc à nos jeunes d'apprendre tous ces nouveaux éléments. Alors, j'ai esquissé certaines choses. Il y a aussi des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas encore bien réglées, que l'on va sans doute mettre à l'avenir, quoi. S'il y a une conclusion à faire, ce serait laquelle? S'il y a une conclusion à faire, c'est d'abord de comprendre de comprendre pourquoi aujourd'hui les choses ne fonctionnent pas correctement. C'est-à-dire que je pense que tous les Martiniquais constatent ça, c'est que souvent on a l'impression même que la clim ne fonctionne pas bien. Elle ne fonctionne pas bien tout simplement parce que vous avez un radiateur autour de votre tête et qui vous ramène, non seulement il n'est pas entretenu, mais c'est que vous avez aussi un radiateur qui vous ramène de la chaleur. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas se contenter de se dire je fais la maison comme elle est, et puis je mets de la clim, et puis tout ira bien. Non, tout n'ira pas bien. Et d'abord, vous ne serez pas content, parce que votre clim ne va pas fonctionner correctement. Et puis deuxièmement, vous allez consommer énormément d'électricité. Et troisièmement, vous allez avoir des problèmes demain, parce que votre maison, vous ne pourrez pas la vendre correctement, vous ne pourrez pas la louer correctement, etc. Donc, il faut vraiment se saisir de cette problématique de ventilation, de thermique et d'évolution de la transition énergétique, parce que c'est quand même quelque chose qui concerne tout le monde. On peut pas se satisfaire de produire, de consommer de l'énergie. Il faut savoir que le bâtiment, c'est 60% de l'énergie consommée dans le monde. Donc c'est 60%. Donc je veux dire que si on ne gère pas l'énergie dans le bâtiment, on ne va jamais y arriver. On n'aurait pas pensé que le bâtiment pouvait consommer une telle quantité d'énergie. Donc la conclusion, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, il faut s'y mettre. Il faut aller vers des choses qui soient moins gourmandes en énergie, qu'on trouve des solutions, que les gens recommencent à vivre dans des conditions agréables. Et en fait, tout ça va venir améliorer la vie des gens, quoi. Parce que c'est ça que l'on recherche, finalement. En fait, dans l'acte de construire, il faut impérativement que la personne comprenne qu'il faut aller voir un architecte, l'écouter, comprendre tout l'intérêt qu'il y a, avoir de bons bureaux d'études, de bons entrepreneurs, de manière à pouvoir faire enfin la maison de ses rêves. Autrement, demain matin, il doit faire la route bougla, t'es plein de dans rat là, t'es plein de rat dans là. Il faut qu'il fasse dedans. Il y a ce qui a regardé, il dit, en tout cas, quand il a brûlé, il ne peut pas rester en rat tout. Merci encore, à très bientôt.